Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans cette édition de l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. Ce numéro met en lumière le rôle crucial de la diaspora dans les transformations du continent. Place également au renforcement du partenariat stratégique entre le Gabon et la France, axé sur une nouvelle vision de la souveraineté économique. La diaspora africaine s'affirme comme un levier fondamental du développement et de la stabilité du continent. Par leur investissement, leur expertise et leur engagement politique, ces acteurs globaux contribuent activement à la réussite des initiatives de paix et à la dynamique de transformation socio-économique en cours. La diaspora africaine s'affirme aujourd'hui comme un moteur économique et technologique majeur. Ces investissements structurants, illustrés par des flux records dépassant les 104 milliards de dollars annuels, soit 6% du PIB continental selon la Banque mondiale, redéfinissent son rôle. Les expatriés africains sont devenus les premiers bailleurs de fonds du continent, surclassant largement les deux publics. Les réussites de cette année démontrent que l'Afrique s'organise à travers des réformes institutionnelles, des partenariats stratégiques et un plaidoyer coordonné. La prise en compte de ces lacunes nécessitera un leadership politique soutenu, un engagement plus profond des États membres et la continuité du partenariat avec la diaspora. D'ailleurs, des initiatives comme les Diaspora Impact Days ou le Forum Diaspora for Growth illustrent la transition du transfert de fonds vers l'investissement productif en Afrique, soutenu par une manne financière projetée à 105 milliards de dollars par an. Le programme panafricain DIASDEV, qui octroie 3,5 millions d'euros de l'Agence française de développement, accompagne également ces dynamiques visant à transformer une épargne significative en investissement durable, complétant des apports déjà cruciaux, tels que les 5% du PIB au Mali. La raison pour laquelle je crois qu'il est important que nous commencions à porter consciemment l'histoire de la diaspora comme une partie intégrante de l'Afrique, c'est parce que ce qui nous affaiblit ultimement, ce qui compromet notre capacité à être unis, c'est cette division. Et c'est précisément ainsi que nous sommes conquis. Nous devons arrêter de tracer ces lignes de démarcation qui disent « je m'arrête ici et vous commencez là ». Cependant, la mobilisation de ce capital se heurte encore à des barrières, lourdeurs administratives, insécurité foncière et manque de transparence réglementaire. Pour libérer ce potentiel, les gouvernements, selon des experts, doivent renforcer l'attractivité de leur économie par la simplification des procédures, la sécurisation du foncier et la protection accrue des investisseurs. Un cadre juridique stable est la condition sine qua non pour convertir la confiance en investissement massif. En débattant de toutes ces questions et de toutes ces idées, gardez à l'esprit que l'avenir est devant nous et que l'avenir est africain. Nous avons entre nos mains le pouvoir de changer le cours de notre histoire, mais nous devons être plus déterminés à préserver notre unité que ceux qui ont cherché à nous diviser. Toutefois, si cet engagement suscite de grands espoirs, il appelle à la prudence. Comme le souligne l'expert du financement et le développement du continent africain, Serge-Éric Meignier, dans son essai « Le mythe des diasporas africaines, les investissements des expatriés ne portent leurs fruits que lorsqu'ils sont adossés à des politiques publiques cohérentes et une gouvernance efficace. La diaspora agit comme un puissant catalyseur, mais elle ne saurait se substituer à la responsabilité première de l'État dans la transformation structurelle des économies. L'Afrique redéfinit ses relations internationales autour d'une identité affirmée et d'une voie commune. Cet engagement vise à repenser la place du continent sur l'échiquier mondial en misant sur une coopération sud-sud renforcée et une diplomatie proactive pour défendre les intérêts africains. Avec plus de 1,4 milliard d'habitants, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus jeune au monde.
près de 60% de sa population a moins de 25 ans. Selon les projections des Nations Unies, sa population pourrait atteindre environ 2,5 milliards d'habitants en 2050. Une dynamique qui place le continent au cœur des grands défis du siècle, comme abordé lors du 9e congrès panafricain qui a réuni à Lomé près d'1 million de responsables politiques, universitaires, entrepreneurs et représentants de la diaspora venus de plus de 50 pays autour de la vision d'une Afrique globale. Ce séquençage a permis de réaliser les objectifs assignés, à savoir sensibiliser la diaspora et les afro-descendants sur leur origine commune africaine et la nécessité d'aller vers la création d'une organisation fédérative de toutes les diasporas africaines. Ensuite, d'analyser les contraintes liées à l'investissement productif de la diaspora et des afro-descendants sur le continent. Et la troisième série de réflexions, c'était de réfléchir sur la création des conditions idoines pour la mobilisation des ressources multiformes de la diaspora, y compris les ressources humaines des afro-descendants, au profit du développement du continent. Au 9e congrès panafricain de Lomé, la notion d'Afrique globale s'est imposée comme une nouvelle lecture du continent. Elle ne se limite plus aux frontières des 54 États africains, mais englobe les diasporas et les communautés afro-descendantes à travers le monde. Portée notamment par les travaux de l'UNESCO sur l'histoire générale de l'Afrique, cette approche veut replacer l'Afrique comme un acteur majeur de l'histoire mondiale, de la culture et des échanges internationaux. En se battant depuis 125 ans pour la justice, le panafricanisme se bat pour un monde plus juste. En se battant depuis 125 ans pour la réparation, le panafricanisme se bat pour la guérison des blessures profondes de l'humanité et pour une humanité réconciliée avec elle-même. Et c'est Joseph Kizerbo qui disait « Chaque génération a des pyramides à bâtir. C'est notre tour aujourd'hui de bâtir cette pyramide, notre génération, pour que les générations futures puissent se rappeler de nous. » Derrière cette ambition identitaire se cache aussi un enjeu économique majeur, transformer la diaspora africaine en force stratégique. Reconnue par l'Union africaine comme la 6e région du continent, cette communauté mondiale représente un potentiel financier et humain considérable. Selon la Banque mondiale, les transferts de fonds des Africains vivant à l'étranger ont atteint près de 100 milliards de dollars en 2024, soit davantage que l'aide publique au développement reçue par l'Afrique. Les congressistes plaident pour transformer cette puissance financière en moteur d'innovation, d'industrialisation et de création d'emplois. Je me réjouis de voir que le Togo, je ne suis pas flatteur du tout, fait beaucoup d'efforts pour intégrer sa diaspora. Mais attention, il faut plus que d'action politique, il faut une politique de la diaspora. De même qu'il y a une politique de la culture, de même qu'il y a une politique économique, de même que vous avez une politique commerciale, il faut qu'il y ait une politique de la diaspora qui aille, n'en déplaise à monsieur le ministre, au-delà d'action. Il faut qu'il y ait une vision intégrée des diasporas. Cette volonté d'unité s'inscrit également dans une stratégie d'intégration économique. La zone de libre-échange continentale africaine, les CAF, ambitionne de créer l'un des plus grands marchés au monde, avec 54 pays signataires, plus de 1,4 milliard de consommateurs et un potentiel économique estimé à plusieurs milliers de milliards de dollars. Entre intégration économique, innovation, rayonnement culturel et mobilisation des diasporas, l'Afrique globale entend affirmer une identité souveraine, ouverte sur le monde, est capable de faire entendre sa voix dans les grands débats internationaux. Pour atteindre l'objectif zéro sida d'ici 2030, l'Union africaine intensifie la coordination continentale. L'accent est mis sur le renforcement des systèmes de santé, la production locale de médicaments et la mutualisation des ressources au sein d'Africa CDC pour garantir un accès universel aux soins. Samantha Saberou Saboubonga. L'Afrique reste la région la plus touchée par le VIH-Sida. Malgré 2 décennies de progrès, le continent concentre la majorité des infections. Éliminer cette menace d'ici 2030, selon les objectifs de l'Union africaine, demeure un défi majeur mais réalisable.
C'est dans ce cadre que s'est tenu, les 21 et 22 juillet 2026 à Accra, au Ghana, le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la santé, portant sur l'élimination du VIH, la fin des décès maternels évitables, la lutte contre les maladies endémiques et le renforcement des systèmes de santé. Cet événement a réuni des chefs d'État, ministres, partenaires et institutions sanitaires internationales. Cette session extraordinaire nous offre l'occasion de réaffirmer que la santé n'est pas seulement une priorité de développement, mais également un investissement stratégique dans le capital humain de l'Afrique, sa transformation économique et son développement durable. À ma qualité de président de l'Union africaine, j'appelle tous les États membres à adopter la déclaration d'Accra comme un engagement continental renouvelé visant à accélérer la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine à l'horizon 2030 et au-delà. Comme l'a bien souhaité aussi mon frère Dramani Mahama, que la déclaration d'Accra nous engage à renforcer le leadership politique, à accroître les investissements nationaux dans la santé, à bâtir des systèmes de santé résilients, à améliorer la redevabilité et à garantir un accès équitable à des services de santé de qualité pour chaque Africain. Dans un contexte marqué par la contraction des financements consacrés à la santé, les participants ont plaidé pour des investissements plus importants, une coopération renforcée et des solutions innovantes afin de consolider les acquis de la riposte au VIH. Ce sommet a permis d'évaluer les progrès accomplis, d'identifier les défis persistants et de définir les priorités stratégiques pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable en matière de santé. Pour la riposte mondiale au VIH d'ici 2030, l'ONU-SIDA évalue les besoins annuels à 21,9 milliards de dollars dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, ciblant en priorité l'Afrique subsaharienne. Malgré une baisse de 40% des nouvelles infections de VIH depuis 2010, l'Afrique porte le plus lourd fardeau sanitaire face au déclin des fonds externes. Santé maternelle, tuberculose, paludisme, maladies tropicales et non transmissibles forment une crise unique, aggravée par des systèmes de santé faibles et des conflits. À Bunia, Ituri, les combats propagent l'épidémie d'Ebola en entravant le traçage des contacts et en menaçant les soignants. Il faut cibler les causes profondes: conflits, pauvreté, manque d'éducation, insécurité hydrique, inégalité de genre et prioriser la santé. Les avancées médicales et l'accès élargi aux antirétroviraux permettent aujourd'hui à des millions de personnes de vivre en bonne santé tout en réduisant la transmission du VIH. Néanmoins, des obstacles majeurs subsistent: inégalité d'accès aux soins, pénurie de médicaments, manque de financement, faiblesse des systèmes de santé et crise humanitaire. De plus, la stigmatisation et les discriminations freinent le dépistage et le suivi thérapeutique, maintenant les femmes, les adolescents et les populations exposées dans une grande vulnérabilité. La qualité et la rigueur des documents soumis à notre examen témoignent d'une synergie institutionnelle exemplaire dont nous devons nous féliciter et que nous devons encourager. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers participants, notre session intervient à un moment charnière et les avancées significatives enregistrées sur le continent coexistent malheureusement avec des fragilités structurelles qui appellent à une réponse résolue et engagée. L'Afrique, qui abrite près de 17% de la population mondiale, supporte encore 24% du fardeau global des maladies, avec moins de 3% des personnels de santé et à peine 1% des dépenses sanitaires mondiales. Ces déséquilibres sont insoutenables et nous imposent un devoir d'innovation et de solidarité concrète.
Mettre fin au sida en Afrique d'ici 2030 ne signifie pas nécessairement éradiquer totalement le VIH, mais parvenir à contrôler durablement l'épidémie afin qu'elle ne constitue plus une menace majeure pour la santé publique. Cet objectif exige une volonté politique constante, des investissements soutenus et une mobilisation collective. Avec des actions coordonnées et équitables, l'Afrique peut accélérer les progrès et se rapprocher d'une génération libérée du sida. À présent, l'actualité au sein des régions de l'Union africaine. La SADC appelle à l'action lors de la semaine africaine de l'économie bleue à Luanda, en Angola. Mali-Maroc, la grande commission mixte, relancée à Bamako après 26 ans de pause. Et enfin, l'IGAD et la Somalie renforcent leur coordination pour promouvoir la participation et le leadership des femmes dans la consolidation de la paix. Les richesses marines et côtières de l'Afrique sont de nouveau au cœur des préoccupations du continent. Réunis à Luanda en Angola du 22 au 25 juillet 2026 sous le thème de la stratégie à l'action, plus de 300 dirigeants, experts et décideurs ont réaffirmé que l'avenir économique de l'Afrique dépend de la gestion durable de ses océans conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Lors de cet événement co-organisé par l'Angola et l'Union africaine, la secrétaire exécutive adjointe de la SADC, Angèle Makambo Toumba, a lancé un appel à l'action. Elle a notamment mis en valeur la stratégie de la SADC 2023-2032 et le programme Profish Blue de la BAD au profit de plus de 3,3 millions de personnes. Après 26 ans d'interruption, le Mali et le Maroc ont relancé leur grande commission mixte de coopération à Bamako du 22 au 24 juillet 2026, co-présidée par les ministres des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et Nasser Bourita. Cette 4e édition vise à consolider leur partenariat politique, économique et technique. Les travaux entamés par une réunion d'experts ont ciblé des secteurs prioritaires comme l'agriculture, l'éducation, la santé, les infrastructures, la formation, les transports et les investissements. La relance de la commission fait suite aux récentes convergences diplomatiques entre le Mali et le Maroc, notamment le soutien du Mali, du Burkina Faso et du Niger en avril 2025. À l'initiative marocaine d'accès des pays sahéliens au port atlantique. Ces corridors alternatifs offrent au Mali, État enclavé, des débouchés logistiques moins dépendants de ses voisins côtiers traditionnels. Du 21 au 23 juillet 2026, l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD et le gouvernement fédéral de Somalie ont tenu à Mogadiscio un atelier interministériel technique de 3 jours sur le genre, organisé dans le cadre du projet de renforcement de la résilience économique des femmes pour une paix durable. Cette initiative a réuni des institutions, la société civile et des partenaires au développement afin de promouvoir la participation et le leadership des femmes dans la consolidation de la paix. L'événement s'est conclu par la validation des mécanismes de coordination et l'approbation de la feuille de route de mise en œuvre. L'IGAD continue de promouvoir avec ses partenaires une gouvernance inclusive, des institutions résilientes ainsi que la participation active et équitable des femmes à la résolution des conflits et à la paix. Le Gabon et la France engagent une nouvelle dynamique bilatérale. Axée sur la souveraineté et la transformation locale, cette collaboration repose sur des projets de diversification économique, de défense et de transition écologique. L'objectif est clair, bâtir un partenariat transparent, équitable et adapté aux besoins de la jeunesse gabonaise.
42 ans après la dernière visite d'État d'un chef d'État gabonais en France, la visite officielle du président Brice Clotaire Oligui Nguema du 19 au 21 juillet 2026 a marqué une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Les discussions ont porté sur des priorités stratégiques telles que l'investissement, la diversification économique, la coopération en matière de défense, l'éducation et la transition écologique. Alors que le Gabon accélère son programme d'industrialisation et cherche à accroître la valeur ajoutée locale, le pays s'efforce de réduire sa dépendance aux exportations de matières premières en attirant des investissements productifs. La France, qui compte environ 110 entreprises implantées au Gabon et qui représente près de 26% des importations du pays, demeure un partenaire économique majeur. Alors le Gabon arrive à Paris 42 ans après pour une visite d'État. Nous venons pour un partenariat transparent, équitable. Un partenariat plein de souveraineté. Un partenariat rénové à notre convenance. Et je pense que cette visite d'État va marquer les esprits. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons discuter d'égal à égal. Non seulement avec la France, mais avec tous les pays. Nous avons diversifié notre économie. Le pays est en chantier. Et on dit que c'est un Gabon projet. La coopération environnementale demeure un pilier essentiel des relations bilatérales. Selon la Banque mondiale, environ 88% du territoire gabonais est couvert de forêts, ce qui en fait l'un des pays les plus boisés au monde et un acteur majeur de la conservation de la biodiversité et du stockage du carbone dans le bassin du Congo. Parallèlement, la Banque mondiale souligne que l'économie gabonaise reste fortement dépendante des ressources naturelles, le pétrole, le manganèse et le bois représentant environ 90% des exportations du pays. Le défi actuel, c'est la transformation. Chaque génération que nous sommes, chacun doit porter son combat. Le combat de sa jeunesse. Transformer, ça nous crée des emplois. Ça réduit le chômage. Pourquoi ne pas aller vers la transformation? Pourquoi il y a des remous? Et c'est de ce que nous allons discuter. Voilà pourquoi je parle de partenariat rénové. Partenariat équitable. Donc 42 ans, le Gabon arrive à Paris, pas la main tendue. Non. C'est pour discuter des projets fiables. CFA, à ces banques, de jamais vu. Le président Oligui Nguema a également souligné l'ambition du Gabon de se positionner comme une destination d'investissement compétitif en promouvant des réformes de gouvernance, le développement des infrastructures et des industries à forte valeur ajoutée. Sa vision met en lumière l'engagement du pays à favoriser des partenariats transparents, à élargir les opportunités économiques et à renforcer la coopération internationale en faveur d'un développement inclusif et durable. Il y a beaucoup de projets, des infrastructures qui se réalisent. Nous avons le port en eau profonde de Kobe, qui est un projet intégré dans la mine de Belinga, l'exploitation de la mine de Belinga. Et dans ce partenariat que nous sommes aujourd'hui, nous voulons mettre fin aux rentes. Nous voulons aller vers la logique gagnant-gagnant. Et c'est ce que nous voulons. Nous la négocions peut-être pas avec les armes à la main, mais politiquement et diplomatiquement. Avec une forte présence d'entreprises françaises dans les secteurs clés du Gabon, notamment l'énergie, les mines, la banque, les transports et les services, les deux pays cherchent à redéfinir leur partenariat plus de 6 décennies après l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1960. Cette visite d'État marque une nouvelle phase axée sur l'investissement, la transformation économique et le développement durable, les deux parties visant à construire un partenariat plus stratégique et adapté aux nouveaux défis mondiaux. Le 17 août 2026, les dirigeants des États membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC se réuniront à Durban, en Afrique du Sud, à l'occasion du 46e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Cette rencontre, organisée au Centre international de conférences de Durban, aura pour thème industrialisation résiliente, durable et inclusive et grâce au développement des infrastructures, à la transformation de l'agriculture et des minéraux critiques dans la poursuite d'un monde juste. Ce rendez-vous annuel, considéré comme la plus haute instance décisionnelle de la SADC, permettra aux dirigeants régionaux d'arrêter
les grandes orientations en matière d'intégration, de coopération économique et de développement. Le sommet africain des minéraux critiques se tiendra du 25 au 26 août 2026 à Gauteng, en Afrique du Sud. Créé en 2023, cet événement constitue une plateforme annuelle consacrée au dialogue, à la coopération et à l'innovation autour des ressources minérales stratégiques de l'Afrique. Il réunit des responsables gouvernementaux, des acteurs du secteur minier, des géoscientifiques, des investisseurs et des experts du développement durable afin d'examiner les opportunités liées à l'exploitation, à la transformation et à la gestion responsable des minerais indispensables à la transition énergétique mondiale, notamment le lithium, le cobalt et les terres rares. Le sommet ambitionne ainsi de renforcer la position du continent dans l'approvisionnement mondial en minéraux critiques en favorisant une exploitation éthique et une transformation économique durable. Le 8 et 9 octobre 2026 se tiendra le Forum Afrique RSE et Santé Forest 2026, présenté comme le plus grand rendez-vous francophone consacré à la responsabilité sociétale des entreprises, à la santé, à l'innovation et au développement durable en Afrique. Organisé par Santé et Entreprises, l'événement réunira acteurs publics et privés, entreprises, investisseurs, instituteurs, chercheurs, experts et start-up. La conférence permanente des chambres consulaires et organisations intermédiaires africaines et francophones invite ses membres et partenaires à participer à ce forum qui proposera conférences, tables rondes, ateliers, rencontres B2B et présentations de projets innovants autour de la santé, du capital humain, de la transition numérique et du développement durable. Jude Idenyi Akpa, commandant du dépôt logistique, humanitaire et militaire de la CEDEAO, met en lumière les enjeux critiques de la gestion logistique pour la stabilité régionale. L'optimisation des capacités de déploiement demeure un atout majeur pour la sécurisation des zones de conflit et la réponse aux crises humanitaires. Jude Idenyi Akpa occupe une fonction stratégique, bien que discrète au sein de l'architecture sécuritaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. En qualité de commandant du dépôt logistique humanitaire et militaire de la CEDEAO au Nigeria, il est chargé de superviser l'une des composantes essentielles de la force en attente de l'organisation régionale, la logistique. Son rôle consiste à veiller à la disponibilité des équipements, à leur maintenance et à leur déploiement afin de permettre une réponse rapide aux crises sécuritaires et humanitaires en Afrique de l'Ouest. En substance, ce dépôt a été créé pour servir de plaque tournante logistique régionale. Il ne s'agit pas seulement de stockage ou d'entreposage, cela va bien au-delà. Il s'agit d'offrir un service à la sous-région, d'apporter des réponses humanitaires lorsque cela est possible, de fournir une aide d'urgence en cas de catastrophe lorsque cela est possible et d'aider la Commission à atteindre la plupart de ses objectifs, ce qui s'inscrit dans la droite ligne de la devise de la CEDEAO pour les peuples. Le dépôt logistique humanitaire et militaire constitue le centre névralgique des capacités opérationnelles de la CEDEAO. Il assure le stockage et la gestion des véhicules, des moyens de communication, des équipements médicaux et du matériel indispensable aux opérations de maintien de la paix, aux interventions humanitaires et aux réponses urgentes. À la tête de cette structure, Jude Idenyi Akpa coordonne les procédures logistiques destinées à garantir que les États membres puissent disposer rapidement des ressources nécessaires lors des déploiements régionaux. Nous continuerons à soutenir nos missions sur le terrain et espérons leur apporter un appui logistique. Nous souhaitons également servir de centre régional de formation, non seulement pour la logistique, mais aussi pour d'autres domaines concernant l'ensemble de la sous-région, tant dans le domaine militaire que civil. En juillet 2024, Jude Idenyi Akpa a pris part à Kano au Nigeria à une réunion d'experts organisée par la CEDEAO afin de renforcer les capacités de sa force en attente. Cette rencontre a permis de relever le concept logistique régional, d'actualiser les procédures de gestion des dépôts et de préparer la mise en service du futur dépôt multidimensionnel de Lungi en Sierra Leone. Ces travaux s'inscrivent dans une volonté de moderniser le dispositif logistique de la CEDEAO en l'alignant sur les standards de l'Union africaine et des Nations unies. À l'heure actuelle, nous avons la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Nous avons également cette mission en Gambie. Il ne s'agit donc pas seulement d'une base militaire, mais d'un centre de services pour la sous-région et pour la CEDEAO dans son ensemble.
Si son parcours professionnel avant cette nomination demeure peu documenté dans les sources publiques, la mission confiée à Jude Idegni Agba témoigne de la confiance accordée à son expertise en matière de logistique opérationnelle. Sa vision s'inscrit dans l'ambition de faire du dépôt logistique humanitaire et militaire un outil plus intégré, plus réactif et capable de soutenir efficacement les interventions de la CEDEAO face aux défis sécuritaires, aux catastrophes et aux crises humanitaires qui touchent la région ouest africaine. Merci mesdames, messieurs d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur notre site web africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.